Euh, Bien, je voudrais remercier tous les intervenants pour leurs expressions, dont l'intérêt est qu'elles étaient parfaitement claires et, et d'ailleurs très tranchées. Voilà, on était dans trois expressions avec trois avis différents, mais parfaitement exprimés. Et je dois dire que dans chacune des argumentations, j'ai trouvé des éléments de réflexion intéressants. Bon. Euh, Ce qui est certain, c'est que le contexte dans lequel la loi de 2018 a été votée n'anticipait pas nécessairement le contexte de crise auquel s'est éprouvée cette loi au printemps dernier. Donc, personne n'avait imaginé qu'un virus allait paralyser la Terre entière et bloquer sur des territoires certains de nos compatriotes, fussent-ils binationaux. Et donc, c'est à l'épreuve de cette crise mondiale que, nous semble-t-il, les limites de l'article 79 ont été confrontées. Par ailleurs, lorsque nous avons déposé les textes que nous examinons aujourd'hui, ou au départ desquels vous êtes invité à vous exprimer, il n'y avait pas encore l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Évidemment, cet arrêt a un impact qu'il ne faut pas négliger. Alors, vous avez les uns et les autres défendu des principes qui sont tous importants, qui sont tous recevables. La question de la réciprocité et souveraineté versus le sentiment de discrimination qui est indéniable, et c'est ce qui avait motivé d'ailleurs nos interventions durant la crise au mois d'avril. Et il est indéniable que dans le contexte juridique actuel, si par exemple je me rends moi-même au Maroc avec mon chef de groupe, par exemple, avec Ahmed Laouej, et que nous subissons l'arrêt des vols et la fermeture des frontières au même moment, eh bien, mon collègue ne pourra pas solliciter l'assistance consulaire et moi, je pourrai la solliciter. Inversement, si nous allons dans le même contexte de crise en Tunisie, moi qui ai les deux nationalités, eh bien, lui va pouvoir profiter de l'assistance consulaire, moi peut-être pas. Et donc, de fait, il y a une discrimination, une différence de traitement, une inégalité qui ne peut pas être niée. Et à partir de là, il faut pouvoir trouver les solutions en rappelant, et ça a été fait, que souvent, cette double nationalité est un héritage et pas le résultat d'une volonté. Et donc, en essayant de tenir ensemble tous ces principes, qui sont encore une fois tous importants, la question qui, à mon avis, est la seule question qui doit vraiment nous occuper, c'est le fond du problème, c'est comment est-ce qu'on articule juridiquement la mécanique pour remplir ces objectifs, sachant qu'on est sur une obligation de moyens et non de résultats. Une question que M. Kogolati a abordé ce problème sous forme de question. Voilà, à mes yeux, ça ne peut être par définition qu'une obligation de moyens, puisque l'intervention dépend en effet des contextes sécuritaires, politiques, etc. sur place. Et donc, c'est peut-être une question qui s'adresse d'abord à M. Wautier, puisque c'est lui qui a soulevé de la manière la plus claire les éventuels problèmes juridiques qui découleraient d'une modification de l'article 79. Mais qu'en est-il de ces problèmes? Est-ce qu'on pourrait les expliciter dans le cas où, par exemple, le Parlement voterait une reformulation positive de l'article 79, par exemple, en disant que peuvent prétendre à l'assistance consulaire les Belges qui possèdent aussi la nationalité de l'État dans lequel l'assistance est demandée. Quelle est
le problème ou les problèmes juridiques qu'on pourrait anticiper, qu'on pourrait déduire d'une formulation comme celle-là, qui répond, je le pense, à l'enjeu de sentiment de discrimination, tout en respectant les principes que vous avez soulignés à juste titre, je pense. Voilà, je vous remercie.